C'est un nouveau numéro d'entretien aujourd'hui sur Gulf TV Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Quel est le rôle des communautés à la base dans la réalisation des études d'impact environnemental et social? C'est la problématique que nous abordons aujourd'hui dans cet entretien. Et nous avons retrouvé pour vous à cet effet Dr Guy Wokou. Il est spécialiste des questions environnementales. Docteur, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Alors, dites-nous déjà, qu'entendons-nous par études d'impact environnemental et social? Merci, mais avant tout propos, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs. Alors, je dirais tout simplement que les études d'impact environnemental, comme on l'avait déjà fait entre-temps, vous savez, ces études font partie des outils de gestion de l'environnement. C'est des outils qui ont été prévus par le législateur pour mieux protéger, pour mieux sauvegarder les différentes composantes de l'environnement. Et comme vous le savez, quand nous prenons la loi 4 sur l'environnement, la loi 98-030 du 12 février 1999 portant loi 4 sur l'environnement en République du Bénin, en son article 88, il a été prévu par les législateurs que nul ne peut entreprendre des activités au préalable s'il ne réalise son étude d'impact sur l'environnement. Et comme le mot ou bien le concept s'y prête, nous avons étude d'impact sur l'environnement, impact sur l'environnement. L'environnement initial, tout le monde connaît. C'est l'environnement que nous sommes venus voir. Il y a de la végétation, il y a de l'eau, il y a tout. Mais lorsque nous voulons faire un aménagement, je prends un exemple quelconque, lorsque nous voulons construire par exemple les routes et que il y a de la végétation qui est là. Lorsque nous voulons construire une boulangerie et qu'il y a de la végétation qui est là, lorsque nous voulons construire par exemple un hôtel et auparavant c'était de la végétation qui est là, avant cette construction ou bien au finish de cette construction, de cet aménagement, la végétation va disparaître. Donc l'impact que la réalisation de cet hôtel, la réalisation de cette infrastructure routière aura sur l'environnement, pas seulement la végétation, mais les 4 grandes composantes de l'environnement, à savoir l'eau, le sol, la végétation et l'air. Donc quel serait l'impact que la réalisation des infrastructures routières peut avoir, par exemple, sur la végétation, sur le sol qui, à l'état initial, avait déjà, par exemple, une texture qu'on connaît, peut-être que c'était un sol bien fertile, mais puisqu'on va mettre du ciment et autres, ce ne sera plus fertile, il faut dégrader ça, et il y aura la végétation qui serait détruite, donc il faut couper les arbres, il faut enlever la végétation pour pouvoir faire passer cette route. Donc l'étude d'impact sur l'environnement et sur le social, c'est un instrument de gestion de l'environnement qui a été prévu par le législateur pour pouvoir mieux sauvegarder et mieux protéger les différentes composantes de l'environnement, à savoir l'eau, l'air, le sol et puis la végétation. Alors, vous le disiez tantôt, pourquoi faire l'étude de gestion environnement et sociale? Nous avons la réponse. Alors, comment cela se fait? L'étude d'impact environnemental et social, quelle est la procédure pour y arriver? Oui, l'article 88 de la loi 98-030 prévoit déjà que vous, en tant que promoteur, vous ne pouvez pas réaliser un projet sans réaliser votre étude d'impact sur l'environnement et sur le social. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui notre agence faîtière, qui est l'Agence béninoise pour l'environnement, qui s'occupe bien sûr, qui donne les orientations et qui oriente mieux les promoteurs dans la réalisation de ces études. Déjà, pour ce qui concerne les études d'impact sur l'environnement et sur le social, vous pouvez vous adresser directement au niveau de l'autorité, je vais parler de la direction générale de l'Agence béninoise pour l'environnement, comme vous pouvez vous adresser également aussi aux structures agréées. Je vais parler des cabinets d'expertise, par exemple moi, mon cabinet qui est là, ou bien aux experts, pour avoir d'abord conseil, pour prendre conseil, pour savoir, lorsque je veux par exemple construire
mon hôtel, lorsque je veux construire ma boulangerie, lorsque je veux construire mon usine de savon, ou bien je veux construire n'importe quelle chose, vous devez aller chez un expert agréé, ou bien un cabinet d'expertise, ou bien l'Agence béninoise pour l'environnement, pour prendre conseil. Que dois-je faire? Et là, la procédure, elle est connue. La procédure est toute simple. Dans un premier temps, lorsque vous voulez faire ça, il faut d'abord réaliser les TDR. La procédure a été détaillée en 13 points. Mais nous allons essayer de ramasser ça. Vous faites d'abord, vous rapprochez d'un cabinet conseil, comme je l'ai dit tantôt, et après, vous réalisez les thèmes de référence de votre étude. Parce que c'est comme on le dit, si vous commandez une mission, il faut un cahier de charge. Donc, le cahier de charge ici, c'est les thèmes de référence que nous appelons les TDR de l'étude de l'EIS. Après les TDR, vous devez faire ce que l'on appelle la visite, la remise des sites. La remise des sites, c'est-à-dire la visite du site. Là, et l'expert et toute son équipe, en plus du promoteur, vous dirigez sur le site que le promoteur prétend utiliser pour réaliser l'infrastructure ou pour faire l'aménagement en question, le projet. Donc, une fois sur le site, l'expert environnementaliste, chef de mission de cette équipe, jugera, analysera pour voir si est-ce que le site là, c'est un site éligible ou pas. Parce que vous ne pouvez pas aller installer une infrastructure, par exemple, dans un bas-fond, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aller installer une infrastructure dans une zone humide où nous savons que les zones humides sont protégées par les conventions Ramsar et autres. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, par conséquent, on verra d'abord si le site est éligible ou pas, écologiquement parlant. Dans un second temps, lorsque nous finissons de faire cela, nous allons maintenant vers les enquêtes. C'est-à-dire, on va au niveau du terrain pour faire les études, les enquêtes, les sondages. Et surtout ici, en dehors des enquêtes que nous réalisons, c'est que nous mettons l'accent sur l'information et la sensibilisation des populations. Il faut sensibiliser la population sur le projet qui va arriver, quels sont les impacts positifs que le projet va générer et quels sont également aussi les impacts négatifs que le projet va générer. Et après cette sensibilisation, nous faisons ce que l'on appelle la consultation du public. C'est un élément très capital dans la réalisation des études d'impact sur l'environnement et sur le social. Si vous ne réalisez pas les consultations du public, une fois le document devant la commission qui devait siéger pour valider, le document serait rejeté, purement et simplement rejeté. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est un élément capital à la réalisation des études d'impact sur l'environnement. Mais au nombre des éléments que nous devons également aussi demander aux promoteurs, c'est bien, le consultant doit avoir un certain nombre de documents, le document du projet, le plan architectural du site, l'infrastructure qui vient réaliser, quel est son plan, le levé topographique, tout et tout. Mais il y a un document que l'autorité communale doit signer. Il s'agit bien sûr de l'occupation du site. C'est un document que nous appelons l'autorisation d'occupation du site. Ce document est signé par la première autorité communale qu'est le maire. Et ce document, avant que le maire ne signe, il devrait s'assurer si les consultations du public ont été réalisées. Donc, une fois les consultations du public réalisées, nous, dans notre activité, vous savez qu'il n'y a pas que les activités des terrains. Il faut retourner maintenant au laboratoire, il faut retourner maintenant au cabinet pour pouvoir faire les analyses physico-chimiques de l'eau, s'il y avait des sols qu'il faut prélever pour aller faire l'analyse. Nous faisons les analyses également aussi des échantillons de sol qu'on a prélevés et nous faisons toutes les analyses possibles et nous tirons les conclusions. Et en dehors de ces analyses-là que nous venons de faire, il y a deux aspects fondamentaux. Il s'agit des enjeux environnementaux et sociaux que nous devons forcément identifier.
En dehors de ces enjeux environnementaux et sociaux, nous devons faire ce que l'on appelle l'analyse des variantes. Et voilà, le projet veut être réalisé ici. Et si le site d'accès, je dis le site d'accès, la voie d'accès à ce site passait par là-bas, ou bien si ça passait par ici, est-ce que ce ne serait pas plus bénéfique que si ça passait par un autre point? Autrement dit, il y a ce que nous appelons l'analyse des variantes et nous arrivons à retenir au finish une variante qui serait forcément la variante la plus optimale et la plus bénéfique que pour le projet et que pour les populations. Alors, docteur, et enfin, ce n'est pas fini parce que puisque vous demandez les étapes, la procédure, en dehors de cela, c'est qu'il faut aller maintenant vers ce que nous appelons l'analyse des impacts. Nous analysons les impacts et après l'analyse des impacts, nous analysons également aussi les risques technologiques et les accidents qui pourraient être liés à l'activité. Et ensuite, maintenant, nous élaborons ce que nous appelons le plan de gestion environnementale et sociale qui est souvent suivi du programme du suivi environnemental et social. alors, docteur, il y a une autre thématique qui intervient ici et il s'agit du certificat de conformité environnementale et sociale. De quoi s'agit-il? Oui, naturellement. Pourquoi vous rédigez l'étude d'impact environnemental et social? On rédige l'étude d'impact environnemental et social tout simplement pour avoir ce certificat. Vous savez, pour la plupart, ceux-là qui soumissionnent ou bien ceux-là qui demandent des prêts au niveau des partenaires techniques et financiers ou bien au niveau des banques multilatérales, c'est ce que la banque leur demande, c'est le certificat de conformité environnementale et sociale. Et ce certificat de conformité environnementale et sociale, avant que avant que le ministre ne signe, c'est que le ministre doit s'assurer forcément si votre document d'étude d'impact environnemental a été bien rédigé et validé par la commission à l'ABE, à l'Agence béninoise pour l'environnement. Donc, le certificat de conformité environnementale et sociale, si vous voulez, c'est l'attestation, c'est le passeport qu'on délivre à tout promoteur pour dire, voilà, celui-ci, il a réalisé son rapport d'étude d'impact environnemental et social, et ce rapport-là est assorti d'un plan de gestion environnementale et sociale, et puis ce rapport-là est un rapport qui prend en compte tous les enjeux environnementaux et sociaux, qui analyse les impacts environnementaux et sociaux, qui fait l'analyse des variantes et qui propose un plan de gestion environnementale et sociale. Alors, puisque nous parlons du rôle de la communauté à la base et bien dans la gestion de l'environnement et social, bien sûr, quel est ce rôle-là que la communauté à la base doit jouer dans la réalisation bien, de cette étude? Merci. Tout à l'heure, quand je citais les procédures de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social, j'avais déjà abordé rapidement la question. En fait, c'est quoi? Ici, il y a une étape qui est fondamentale, il y a un document très précieux que si l'autorité de l'Agence béninoise pour l'environnement ne trouve pas, elle ne pourra pas vous délivrer le certificat de conformité environnementale et sociale. Elle ne pourra même pas programmer la validation de votre document. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'autorisation d'occupation du site. Parce que le site, c'est dans une commune que ça se passe, c'est dans un arrondissement, c'est dans un quartier. Donc, par conséquent, ce site-là, il faut que, lorsque le promoteur vient, je suppose, par ignorance de la loi, le promoteur ne va pas vers le maire, ni vers le chef quartier, puisque lui, il est déjà allé à l'ABE. L'ABE lui a dit, bon, va réaliser le rapport, ramène-nous le document, nous allons programmer, et dès que c'est validé, le ministre va te signer le CCE. Non, ce n'est pas fini. Normalement, il faut aller vers l'autorité communale ou bien directement vers le chef quartier. Si le chef quartier n'est pas apte, il faut aller vers le chef d'arrondissement. Donc, une fois que l'autorité communale donne le OK pour aller faire la visite, vous allez voir que l'équipe qui va visiter le site et pour donner son avis sur l'éligibilité du site, il y a forcément le chef d'arrondissement, il y a forcément aussi les chefs quartiers, il y a également aussi les conseillers et autres. Donc, les conseillers, depuis le conseiller local jusqu'au maire, sur tout le processus,
ces élus-là ont forcément leur rôle, ont forcément leur loi à dicter, sinon vous ne pouvez pas obtenir le certificat de conformité environnementale et sociale. Et ce que nous constatons dans la pratique, c'est qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas se lever de façon délibérée comme ça pour aller vers l'autorité communale, pour dire j'ai besoin de l'autorisation d'un document qu'on appelle autorisation d'occupation du site. Mais pour ce faire, normalement, si nos élus locaux, à la base, je vais parler des conseillers, des chefs quartiers, des CA et autres, s'ils ont l'information, normalement, ils doivent signaler qu'il y a quelqu'un qui est venu dans notre quartier et il a commencé par déjà déblayer le terrain, il a commencé par mettre les engins pour pouvoir commencer par construire, faire un aménagement quelque part. Et automatiquement, le maire envoie des gens pour stopper. Si, parce qu'il y a une cellule environnementale au niveau de chaque mairie. Donc, l'expert, ou bien la chef cellule, ou bien le chef cellule environnementale et sociale de la mairie doit forcément diligenter une mission pour aller constater des visites si effectivement ce que les gens ont dit là. Dès que lui vient là, il demande, monsieur, est-ce que vous avez votre autorisation d'occupation du site? Il va dire non. Et dès qu'il dit non, l'autre va lui dire maintenant, je vais parler du chef cellule environnementale de la mairie, lui dira, écoutez, voici la procédure pour obtenir. Et dans cette procédure pour obtenir, comme je vous l'ai dit, il y a ce que l'on appelle la consultation du public. Et cette consultation devra impliquer les conseillers, les CA, les chefs quartiers et même le représentant du maire. Et aussi le représentant du préfet. Parce qu'il y a un préfet qui chapeaute tout ça, le représentant du préfet, pour dire voilà, nous sommes en train de vouloir faire quelque chose ici. Et puis la consultation du public doit réunir toutes les catégories socio-professionnelles. Je vais parler par exemple de l'association des femmes, de l'association des jeunes, des médiamans, des ONG qui œuvrent dans la sensibilisation, dans la protection de l'environnement, des ONG qui sont dans le quartier, et également aussi des confessions religieuses, à savoir les têtes couronnées, à savoir les religieux qui sont dans la zone. Donc, toutes les parties prenantes doivent être représentées. Le citoyen lambda a-t-il un rôle à jouer dans ce processus-là? Si oui, quel est le rôle du citoyen lambda? Le citoyen lambda doit être informé. C'est-à-dire le citoyen lambda, le rôle qu'il joue lorsque vous apprenez que quelqu'un est en train de faire une activité à côté de votre maison, puisque le chef quartier n'habite pas là et que c'est vous qui êtes là, vous devez alerter le chef quartier pour dire attention, il y a une usine qui est en train d'être créée à côté de moi ici, non loin de moi, est-ce que vous êtes informé? Le chef quartier va relayer, va remonter l'information au niveau du CA, est-ce que c'est allé? Et au niveau maintenant du maire, puisque c'est le maire qui est habilité à faire les descentes. Maintenant, le CA également aussi peut faire les descentes en même temps pour dire, monsieur, est-ce que vous avez votre autorisation d'occupation du site? Déjà, le chef quartier également aussi, parce qu'il est l'autorité du quartier. Le chef quartier peut aller interpeller directement le promoteur pour demander si vous avez votre autorisation d'occupation du site. Si oui, montre-moi ça. S'il n'a pas ça, alors le CA viendra lui dire, écoutez, ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait. Ou bien le maire lui dira, écoutez, ce n'est pas de cette manière qu'il faut le faire. Vous devez organiser les consultations du public. Et c'est suite à l'organisation des consultations publiques que moi, je peux vous délivrer l'autorisation d'occupation du site. Pour autant, on remarque de plus en plus le silence dans le rang de la communauté à la base de la gestion de l'environnement. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Ah oui, c'est ce que moi j'ai dit, ce que je constate surtout, c'est que l'information n'est pas partagée. Pour la plupart, elles ne sont pas informées, les communautés ne sont pas informées du rôle qu'elles doivent jouer dans la mise en œuvre et dans le respect de ces clauses environnementales et sociales. Sinon, tel que je le dis maintenant, si vous avez l'information que, attention, on ne peut pas construire quelque chose sans obtenir un papier que l'on appelle l'autorisation d'occupation des sites.
vous pouvez interpeller parce que vous êtes un citoyen, vous avez droit à un environnement sain et satisfaisant. C'est dit dans la Constitution. Donc, par conséquent, vous pouvez interpeller la personne, mais en l'interpellant, puisque vous êtes un citoyen lambda, il ne vous croira pas, il ne taillera pas d'importance à vous. Vous remontez juste l'information au niveau de l'autorité compétente. L'autorité compétente au niveau du quartier, c'est le chef quartier. Et après le chef quartier, vous allez vers le CA. Et après le CA peut faire même des descentes pour l'arrêter. Parce que le CA a une même mise sur la police républicaine. Donc le CA informe juste la police républicaine de son arrondissement et ils peuvent aller stopper la mission ou bien le travail qui est en train d'être fait sur ce chantier. Alors, vous espérez quelles sont les propositions que vous avez pour corriger déjà ce silence-là dans le rang de la communauté à la base? Oui, moi, déjà, je vais vous demander, c'est pourquoi je salue cette émission, parce que elle est venue à point nommé. Si déjà des émissions du genre peuvent être répétées, parce que ce sont les canaux de sensibilisation. Il y a les médias, et puis il y a également aussi les sensibilisations de proximité, et les sensibilisations grand public. Mais déjà, avec les médias, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et je vous dirai tout simplement félicitations, et félicitations à votre patron, le PDG de Golf TV, à ce qu'il continue toujours d'œuvrer pour changer un peu la donne. Nous sommes là, nous sommes disposés à donner la bonne information. Il y a également aussi les ONG qui doivent faire un travail. Il y a des ONG qui s'effectuent dans la protection de l'environnement, dans la sauvegarde environnementale et sociale. Je pense que ces ONG doivent solliciter nos expertises pour que nous passions de temps en temps pour donner la bonne information et ce que chacun doit faire pour garantir un environnement sain et satisfaisant. Docteur, dites-nous, est seulement dans cette réalisation-là, de l'étude de gestion environnementale et sociale que les communautés à la base sont appelées, ou il y a d'autres outils de gestion de l'environnement qui ont bel et bien besoin de l'intervention de cette frange de la population? Vous savez, nous avons plusieurs outils de gestion de l'environnement et du social. Nous avons, il y a les audiences publiques. Vous ne pouvez pas faire les audiences publiques sans les communautés à la base. D'ailleurs, ça n'aura pas de sens. On vous dira, il y a d'abord, aujourd'hui, quand vous prenez les bailleurs de fonds, vous prenez la Banque mondiale, vous prenez la BAD, vous prenez la BEI, vous prenez la BOAD, toutes ces institutions financières aujourd'hui demandent même la participation du genre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons combien de femmes qui ont participé à cette séance? Nous avons combien d'hommes qui ont participé à cette séance? Nous avions combien de vieux? Nous avons combien de jeunes? Ainsi de suite. Donc, vous donnez même on vient sur le CES, et non seulement le CES, l'âge, les tranches d'âge de ceux-là qui ont participé, pour voir si effectivement vous avez pris en compte toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, les populations leur présence est nécessaire dans la réalisation des audiences publiques, qui constitue également aussi un outil de gestion de l'environnement. Et surtout également aussi, la communauté à la base a un rôle prépondérant dans la réalisation des audits environnementaux. Oui, à ce niveau, je vais insister surtout sur les audits environnementaux et sociaux, tout simplement parce que, vous savez quoi, l'audit environnemental et social est un outil de gestion de l'environnement qui vient juste après l'obtention du certificat de conformité environnementale et sociale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dès que le ministre vous signe, le ministre du cadre de vie vous signe le certificat de conformité environnementale et sociale, c'est vrai, vous avez le passeport. Mais 2 ans après, vous devez réaliser chaque année l'audit environnemental et social. Si vous ne réalisez pas les audits environnementaux et sociaux, ça fait déjà une non-conformité pour vous. Parce que, une fois l'autorité constate que vous avez déjà reçu le certificat de conformité environnementale et sociale, 2 ans après, l'autorité vous envoie les inspecteurs environnementaux et sociaux pour venir voir si les différentes mesures contenues dans le PGS
que nous appelons le plan de gestion environnementale et sociale, est-ce que ces mesures-là sont d'être exécutées selon les règles de l'art? Point d'interrogation. Dès que les inspecteurs environnementaux viennent pour constater cela, ça veut dire que vous avez forcément une obligation de corriger. Et en ce moment déjà, c'est les amendes que vous allez payer. Et ces amendes-là sont bien précisées dans la loi cadre sur l'environnement et également aussi dans le décret 2017-332 du 6 juillet 2017 portant organisation des procédures de l'évaluation environnementale en République du Bénin. Et je disais que la communauté à la base a un rôle prépondérant dans la réalisation des audits environnementaux et sociaux. Pourquoi? Je suppose, vous avez une église à côté de vous, ou bien vous avez un discothèque à côté de vous, et que tous les jours, on ne fait que émettre du bruit, et vous êtes là du lundi jusqu'au vendredi, et même il n'y a plus de jours ouvrables. Alors que nous avons le décret 2001-294 du 8 août 2001 qui dit que vous avez droit à un environnement sain et que le promoteur ou bien celui qui a la buvette ou bien discothèque et autres là ne doit pas émettre un certain nombre de décibels. Et le temps est bien, les temps sont définis, c'est-à-dire entre 6 heures et 12 heures, le nombre de décibels à émettre là ne doit pas dépasser 45. Et entre 12 heures et 15 heures, c'est zéro, parce que comme on le dit là, toutes les machines là doivent être, c'est silence plateau, comme on le dit. Et en dehors de ça, entre 15 heures et 22 heures également aussi, le nombre de décibels que vous devez émettre là ne devait pas dépasser 45 et 50. Maintenant, entre 0 heures et 6 heures, vous devez faire également aussi, vous détaillez tout ce que vous avez. Vous ne devez pas émettre. Parce que on estime que les gens doivent dormir. Et par conséquent, vous ne pouvez pas émettre des décibels en ce moment-là. Mais, est-ce que c'est respecté? Vous êtes à côté. Vous êtes un citoyen lambda. Vous êtes à côté. Et vous constatez de telles pratiques. Il faut aller signaler. Aujourd'hui, nous avons la BPLP, qui est la structure la plus compétente dans cette activité. Mais en dehors de la BPLP, nous avons les directions départementales de cadre de vie et du développement durable. Nous avons également aussi les commissariats qui sont là. Vous avez en dehors de ça les tribunaux qui sont là. Parce que c'est une loi. Et ça, il y a des articles. Et il y a des décrets d'application. Donc, du coup, ça rentre directement dans l'appareil judiciaire. Donc, vous pouvez aller vous plaindre tranquillement là où vous voulez. Et vous allez voir, il y aura une répression automatique. Les gens viendront pour demander, monsieur, d'abord, la première des choses à demander, est-ce que vous avez votre certificat de conformité environnementale et sociale? Mais je ne vais pas parler seulement du bruit. Je suppose que c'est une usine qui est à côté de votre bâtiment. Et cette usine-là ne fait que dégager des eaux usées. Et les eaux usées là, ça coule là, ça vient stagner derrière vous, votre case, votre maison. Et les odeurs là, nauséabondes, c'est vous qui aspirez. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller signaler. Parce que nous avons également aussi, comment appelle-t-on, le décret qui parle de la gestion des eaux résiduaires. Et cette application ou bien cette disposition judiciaire devait être respectée. Il s'agit bien sûr du décret 2001-110 du 4 août 2001 portant gestion des eaux résiduaires en République du Bénin. Et ça, il faut pouvoir respecter. Ce n'est pas fini. Vous avez une usine qui est à côté de vous. Je parle des citoyens lambda, hein, c'est leur rôle. Vous avez une usine qui est à côté et quand les autres finissent là, on prend les déchets solides là, on vient verser ça vous derrière votre maison, à côté de votre clôture. Pourquoi? Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des dispositions qui parlent de ça. Nous avons le décret 2003-332 de 27 août 2003 portant gestion des déchets solides en République du Bénin. Et c'est bien dit que son article 6, article 68, c'est bien dit que vous ne pouvez pas abandonner les déchets solides à l'air libre. Maintenant, vous venez déposer ça là et ça dégage des odeurs et ça empêche l'autre.
Alors que déjà dans la Constitution, dans la loi fondamentale de la Constitution, c'est déjà dit que vous avez droit à un environnement sain et satisfaisant. Et que vous avez le devoir de protéger et de sauvegarder. Donc, vous avez droit, même si vous prenez juste l'article là de la Constitution, vous pouvez aller porter plainte au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que c'est dans la Constitution que vous avez pris. Vous prenez les autres, vous pouvez aller porter plainte n'importe où vous voulez pour avoir satisfaction. Alors que c'est la population lambda, parce que c'est vous qui êtes à côté de l'usine, c'est vous qui êtes à côté de lieu où on veut implanter l'usine ou l'infrastructure. Donc c'est à vous de faire d'abord, de pousser le premier cri, avant que l'autorité ne vienne au secours. Si vous ne dites rien, l'autorité, ici, l'autorité n'a pas des agents un peu partout dans les 77 communes pour savoir ce qui se passe là-bas. Si vous ne dénoncez pas. Si vous ne faites rien, c'est que ne venez pas accuser l'autorité. Justement, cet entretien permettra sans doute à toutes les personnes qui nous suivent de connaître le droit, en tout cas pour ce qui concerne cette disposition qui n'est pas omise par l'autorité. Nous rappelons que nous avons parlé du rôle des communautés à la base dans la réalisation des études d'impact environnemental et social. Nous en avons parlé avec Dr Guy Wokou, spécialiste des questions environnementales. Merci à vous, docteur. Merci beaucoup, chers journalistes. Chers téléspectateurs, merci à vous également. À très vite.